Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'OL et notamment au budget de l'OL. Vous le savez, étant coté en bourse, l'OL est obligé de publier ses comptes, notamment pour les actionnaires, pour les éventuels investisseurs et pour nous supporters. C'est quand même des informations très importantes parce qu'on a vu que une mauvaise gestion pouvait vous conduire à une situation très embarrassante. Encadrement de la masse salariale, encadrement des transferts, et vous allez voir que quand on va se plonger un petit peu dans les comptes, alors ne vous inquiétez pas, je vais faire très très didactique. Quand on se plonge dans les comptes, on comprend pourquoi la DNCG nous a bloqués. Parce que sans les transferts qui ont été faits, la situation aurait été calamiteuse. Alors je vais pas vous dire qu'elle est bonne, puisque après 6 mois, l'OL compte déjà un déficit de 60 millions d'euros. Je rappelle que on a terminé l'exercice 2022-2023 avec 99 millions de déficit. Et donc, on enchaîne un petit peu dans la même veine. Même si la DNCG a revu un peu sa position pour des considérations que je vais expliquer un petit peu. Avant de passer à vos questions, je vais présenter quelques éléments, on va dire, un peu essentiel pour comprendre un petit peu comment fonctionne le budget de l'OL et surtout pour comprendre que si moi je suis en capacité de vous présenter cela, des avocats fiscalistes, des auditeurs, des experts comptables qui ont vraiment là pour le coup l'ensemble de la comptabilité évidemment peuvent faire les mêmes conclusions que moi. Je dis ça parce que en fait parfois on essaie de nous faire croire que John Textor a acheté l'Olympique lyonnais sans savoir un petit peu ce qu'il achetait, que des choses lui avaient été cachées ou je ne sais trop quoi, alors qu'en fait tout est publié, tout est public, il suffit de regarder, et même sans aller dans le détail des comptes, parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les comptes, ce serait fastidieux, mais vous allez voir que quand on regarde ce qu'on peut appeler les grands agrégats, c'est-à-dire le cumul de plusieurs dépenses ou de plusieurs recettes, on peut avoir une situation assez claire. Alors je crois que, et je vais commencer par ça, je vous ai préparé donc un petit visuel sur la structure du budget de l'Olympique lyonnais. Et cette structure du budget, elle est très simple à comprendre, vous allez le voir. Et en fait, ce qu'on peut reprocher à la présidence précédente, c'est-à-dire Olas et toute sa clique, c'est d'avoir fait un budget qui n'est tout simplement pas tenable sur le long terme, puisqu'il part de deux principes. Il part du principe que vous allez faire la Ligue des Champions quasiment tous les ans, et que vous allez pouvoir, en cas de nécessité, vendre des joueurs à des tarifs extrêmement élevés. Donc en gros à gauche ici vous avez le budget annuel de l'OL. Alors ça varie, parfois c'est un peu plus, parfois c'est un peu moins, mais je dirais que sur les 5 dernières années, on est à peu près sur cet ordre-là. C'est-à-dire qu'on a un budget de 250 millions. C'est-à-dire que pour faire tourner la machine, vous avez environ 250 millions de dépenses, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et donc il vous faut en face, évidemment, des produits, des recettes, des revenus à ce niveau-là. Alors, ce que j'ai appelé les revenus récurrents, c'est-à-dire ce que vous êtes certain de percevoir chaque année, et encore certains, ça peut varier, parce qu'on l'a vu en début de saison, la billetterie a baissé tout simplement parce que les résultats n'étaient pas bons, et donc que les gens ne viennent plus au stade, ou pour les faire venir, vous baissez les prix, donc forcément ça fait baisser votre billetterie. Les sponsors, c'est la même chose, les sponsors ont envie d'attacher leur nom à une équipe qui gagne, et pas à une équipe qui perd. Donc quand vous commencez à perdre, vos sponsors baissent. Les droits télé, c'est très particulier, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le merchandising, pareil, c'est fluctuant selon les résultats de l'équipe. Et les events, là pour le coup c'est vraiment déconnecté, puisque les events c'est la location du stade pour, il y a eu la Coupe du Monde de rugby, pour des grands concerts, etc. Et donc tout ça, ça représente environ 150 millions annuels. C'est-à-dire que vous savez chaque année que vous allez à peu près avoir 150 millions qui vont rentrer en revenus. Donc ça, je dirais que c'est la base. Voilà. Seulement pour arriver à 250 millions, vous le comprenez, il manque 100 millions. Alors quand vous faites la Ligue des Champions, vous allez percevoir
quand vous êtes l'Olympique Lyonnais, parce que vous avez un historique dans la Ligue des Champions, percevoir entre 70 millions et 90 millions. Alors 90 millions, c'est ce qu'on a perçu quand on est allé en demi-finale de la Ligue des Champions, donc au fameux Final 8. Sinon, Ligue des Champions pour l'Olympique Lyonnais, il faut compter environ 70 millions. Donc vous voyez, pour arriver à 250 millions, il nous manquait 100 millions. Si on fait la Ligue des Champions, il nous manque entre 10 et 30 millions. Donc la seule variable d'ajustement qui vous reste, eh bien, c'est la vente de joueurs. Donc bien entendu, si vous faites un joli parcours en Ligue des Champions, vous n'avez besoin de vendre pour que environ 10 millions, donc c'est rien du tout. Enfin, c'est rien du tout. C'est pour l'Olympique Lyonnais, c'est rien du tout parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont une certaine valeur. Et vous n'êtes pas obligé de vendre vos meilleurs joueurs. Beaucoup disent, mais comment ça? On a vendu Guimarães, on a vendu Paqueta, on a vendu Malo Gusto, on a vendu Lukeba, etc. Et Barcola. Mais ça, Barcola, c'était pas forcément nécessaire. Mais bon, on a vendu tous ces mecs-là tout simplement parce que vous ne vous qualifiez pas pour la Coupe d'Europe. Donc vous êtes obligé de vendre les joueurs qui ont le plus de valeur. Et donc ça, c'est un cercle vicieux dans lequel nous sommes depuis 4 ans et qui malheureusement va peut-être se poursuivre cette saison si on ne gagne pas la Coupe de France. Parce que ce qu'il faut bien se dire, c'est que même si on accroche la Conference League, ça ne rapporte rien du tout. Hein, je crois que c'est 18 millions si vous la gagnez. Hein, c'est-à-dire il faut gagner tout et aller chercher le trophée. Mais vous voyez que 18 millions par rapport à 70 ou 90 millions, 70 c'est le simple fait de participer et de faire la phase de groupe en Ligue des Champions. Évidemment, on n'est pas du tout sur le même rapport. Ce qui veut dire que quand vous ne faites pas de Coupe d'Europe, qu'est-ce que vous êtes obligé de faire? Vous êtes obligé de vendre pour 100 millions de joueurs. Et c'est d'ailleurs ce que l'on fait depuis 3 saisons. On vend pour 100 millions de joueurs. Et en 2023, eh bien, c'est exactement ce qu'on a fait. On a fait même un peu plus, puisque, on va dire, il faut pas forcément raisonner sur 2023, il faut raisonner sur juillet 2022, juin 2023, et juillet 2023, juin 2024, puisque les exercices des clubs de football commencent le 1er juillet. Mais en tout cas, si vous cherchez pourquoi on vend des Guimarães, pourquoi on vend des Paqueta, pourquoi on vend nos meilleurs jeunes, c'est tout simplement pour combler les trous. Et vous allez voir que cette année, donc 2023-2024, même en vendant pour 95 millions de joueurs, eh bien on arrive à un déficit de 60 millions. Donc, si on me demande moins 60 millions, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Évidemment, je vais dire c'est grave, mais parce que ça reste grave. Et vous allez voir que surtout, ce qui est désespérant, je trouve, c'est que le poste, on va dire, sur lequel on aurait peut-être eu le plus de pouvoir, eh bien, il ne cesse d'augmenter. Et ça, c'est vraiment ce qui est catastrophique et qui me fait penser que, en termes de budget, on ne va pas être tranquille jusqu'à 2025. Alors l'OL a publié ses comptes. Alors, on ne peut pas vraiment dire publier ses comptes, on va dire une partie de ses comptes. En 2 étapes, une première publication qui est un communiqué de presse qui, on va dire, est par définition destiné à la presse et qui n'entre pas dans tous les détails. Parce qu'effectivement, vous allez voir que la manière de présenter les choses n'est peut-être pas tout à fait honnête. Mais ne croyez pas que les potentiels investisseurs s'arrêtent à cela. C'est pour ça d'ailleurs quand on me dit un tel il est super optimiste mais c'est pour les éventuels investisseurs, mais non, mais ça c'est des conneries. Les investisseurs ils vont rentrer dans le détail des comptes et ils vont pas s'arrêter à des déclarations. Et donc là vous voyez d'ailleurs en titre, donc résultat du premier semestre 23-24, record de revenus de trading de joueurs et de l'activité event pour un premier trimestre, EBE, donc l'excédent brut d'exploitation en forte amélioration. Mais, donc plus 31 millions par rapport à N-1, mais évidemment, il ne faut absolument pas s'arrêter sur ce chiffre et ne pas d'ailleurs s'arrêter tellement sur les détails qui sont donnés. Malgré tout, je vais dans quelques instants utiliser ces tableaux-là, mais surtout ne pas m'arrêter aux conclusions qui, selon moi, sont très critiquables. Donc ça, c'est la première publication, vous voyez, communiqué de presse. Et il y a une deuxième publication
qui, alors là il faut aller sur le site de l'Olympique Lyonnais et notamment dans l'onglet des investisseurs, et là vous voyez qu'il y a beaucoup plus de chiffres. Et notamment par rapport à l'autre publication, là vous avez les charges. Et les charges évidemment c'est très très important. Donc on va commencer par le premier tableau qui, on va dire, est plus synthétique et qui nous montre bien que en billetterie finalement ça n'a pas tellement évolué par rapport aux 6 premiers mois de 2021-2022. Attention, hein, on ne compare que les 6 premiers mois des exercices. Hein. Ce n'est pas du 1er janvier 23 au 30 juin 23. Non, c'est du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Donc on voit que c'est constant au niveau de la billetterie. On voit qu'au niveau des droits télé, il y a une baisse de 20 millions, mais qui s'explique de manière très simple, puisque vous le savez peut-être, la Ligue a rétrocédé 13% de ses droits télé au fonds d'investissement CVC. Et ce fonds d'investissement en contrepartie a donné 1,5 milliard à la Ligue immédiatement. Et l'Olympique Lyonnais est destinataire de 90 de ces 1,5 milliard. Et elle a déjà perçu, donc ces 90 millions étaient versables en 3 fois. Elle a déjà perçu 2 fois 20 millions. Donc c'est les 20 millions que l'on voit de différence. Donc qui ont été versés l'année dernière, je crois au mois de juillet ou août, je ne me souviens plus très bien. Et il nous reste à percevoir 50 millions en une fois qui auraient pu être versés sur les 6 premiers mois, mais qui seront versés sur les 6 mois suivants, donc 1er janvier 2024 au 30 juin 2024. C'est pour ça d'ailleurs que ce chiffre n'est pas pour le moment inquiétant. Mais évidemment, une fois qu'on aura perçu ces 50 millions, ce sera terminé. On aura les droits télé classiques et donc à peu près, là c'est que sur 6 mois, hein, donc sur un an ça fait 35 millions. La Ligue, donc il y a moins d'équipes puisqu'on est passé à 18. La Ligue va essayer d'obtenir 800 millions pour les droits locaux et les droits internationaux. Donc à 800 millions, l'Olympique Lyonnais percevrait à peu près 20 millions. Évidemment, quand vous faites une Coupe d'Europe, vous avez évidemment beaucoup plus de droits télé, surtout la Ligue des Champions, puisque Canal+ a payé très cher les droits de la Ligue des Champions. Vous voyez qu'effectivement en partenariat, donc c'est le sponsoring, on est en baisse, puisque l'équipe était dernière pendant plusieurs mois. Alors il y a des partenariats durables sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis il y a des partenariats ponctuels, c'est-à-dire on sait que le match va être télévisé par exemple le dimanche soir, ou sur Canal+, ou en Coupe d'Europe, et là vous avez des sponsors ponctuels. Donc évidemment, quand vous ne faites pas de Coupe d'Europe, que votre club est dernier et tout ça, ça donne une très mauvaise image, donc ces partenariats ponctuels, vous ne les avez plus. Les produits de la marque, c'est constant, 11 millions, et par contre, effectivement, les events, en forte progression, mais parce que notamment, il y a eu la Coupe du Monde de rugby. Ce qui veut dire que l'année dernière, on était à 91 millions après 6 mois. Donc vous le voyez, il suffit de faire un calcul assez simple. Si vous enlevez les 20 millions de CVC, vous êtes à 70 millions, 71 millions. Et donc, si vous les multipliez par 2 pour faire une année, vous êtes à 140 millions. Donc, on retrouve mes fameux 150 millions qui varient évidemment selon les résultats de l'équipe et notamment le sponsoring. Donc, cette année, on est à peu près au même niveau, 77 millions grâce à la progression importante des events. Et donc, 77 millions x 2, ça fait 154. Donc, on retrouve mes 150 millions de revenus récurrents. Alors, évidemment, ce qui a beaucoup changé et ce qui permet d'avoir un excédent brut d'exploitation en progrès, c'est les ventes de joueurs. Puisque l'année dernière, la seule grosse vente qu'on avait fait lors de l'été 2022, c'était Lucas Paqueta. Donc, on avait récupéré environ 44 millions. Cette année, on a franchi un cap puisqu'on a vendu plus de 2 fois plus. Donc 95 millions, ce qui permet effectivement d'arriver à 172 millions au lieu de 134. Mais vous comprenez bien que ce chiffre
on peut pas le faire chaque année, ce n'est pas possible. Ou alors, comme on a fait cet été, vous vendez vos meilleurs joueurs. Et donc, comme on avait vendu Paqueta, comme on avait vendu Guimarães, etc. La différence, c'est que Guimarães avait été vendu au mois de janvier et Paqueta au mois d'août. Là, vous avez tout vendu d'un coup. Donc, c'est la différence. Donc, ne vous focalisez pas sur ce chiffre-là. Il ne veut pas dire grand-chose. Et je dirais même, d'une certaine manière, il est très inquiétant parce que si vous ne faites pas toutes ces ventes, 90 millions, si vous ne faites pas toutes ces ventes, eh bien, votre déficit, il n'est pas de 60 millions. Il est de 60 plus 95. C'est-à-dire qu'à la mi-saison, vous êtes à 150 millions de déficit. C'est-à-dire qu'en 6 mois, vous avez fait 50% de déficit de plus que toute l'année dernière. Et vous allez voir, quand on va entrer dans le détail des chiffres, eh bien, qu'il y a un chiffre qui malheureusement continue de ne pas baisser suffisamment. Il a baissé un tout petit peu, mais pas suffisamment. Et avec les recrutements qu'on a fait cet hiver, il ne va pas énormément baisser. Ce qui me laisse quand même perplexe sur le futur. Donc, après les amortissements, les provisions, j'expliquerai ce que c'est puisque j'ai une question sur le sujet, puisqu'à la fin de la vidéo, je viendrai sur vos questions. Les autres produits et charges opérationnelles, bon, là c'était essentiellement des choses qui ne sont pas d'ailleurs expliquées, donc c'est difficile, ça n'a pas vocation à être chaque année. Et le résultat financier qui est très mauvais. Donc ça, en gros, ce sont les intérêts payés ou les charges financières payées. Elles sont en nette augmentation et il est expliqué que c'est parce qu'on a racheté nos anciens prêts et qu'on a souscrit de nouveaux prêts, ce qui nous met dans une situation d'endettement qui, là, par contre, est assez calamiteuse. Donc vous le voyez, moins 60, moins 60. C'est comme l'année dernière, oui et non, parce que l'année dernière, on avait vendu Paqueta. Là, on a vendu 3 joueurs, Romain Fèvre, Lukeba et Barcola. Et évidemment, ça affaiblit l'équipe. Alors, quand on nous crie au complot, pour la DNCG, imaginez quand même que quand vous allez à la DNCG, les amis, vous arrivez avec ce bilan, vous dites que vous n'allez vendre personne, donc on en enlève ça, d'accord? Et donc vous dites, je vais arriver cet hiver avec un déficit de 150 millions. Alors là, j'exagère un petit peu, puisqu'en fait les fameux 90 millions, enfin 95 millions de ventes, en plus il y a Thiago Mendes dans le lot, l'Olympique Lyonnais disait, mais non, mais on va vendre l'OL Reign, donc ça va nous rapporter 50 millions, et on va vendre, et on va récupérer les 50 millions de CVC. Donc vos 100 millions, ils étaient là. Mais malgré tout, vous étiez quand même à, on va dire, 55 millions de déficit. Si on part d'une base de 100 millions, pour le moment l'OL Reign n'est toujours pas vendu, on est quand même à la fin du mois de février. Ça va se faire, mais pour l'instant ce n'est pas fait. Et le fonds CVC n'a pas été versé. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, bon, il n'a pas été versé. Ce qui fait qu'on retrouve là nos 100 millions. Mais vous voyez que même avec ces 100 millions, on se retrouvait avec un déficit d'au moins 55 millions. Donc si on va dans le détail, là c'est là où ça pique, parce que moi j'espérais qu'on ferait des efforts sur ce poste. Vous voyez qu'au 30/12/2022, on avait 86 millions de charges de personnel. Donc rendez-vous compte que dans notre budget, on a 150 millions de revenus récurrents. Et ces 150 millions, pardonnez-moi, sont déjà bouffés à plus de la moitié par les charges de personnel. Alors là-dedans, vous avez les salaires des joueurs, les charges sociales et les salaires évidemment de tous les employés de l'OL et les charges sociales de tous les employés de l'OL. Vous avez aussi les bonus qui sont attribués aux joueurs, et notamment à Lacazette et Tolisso, qui ont des bonus qui sont étalés sur la durée de leur contrat. Donc ce qu'on peut déjà constater avec ce chiffre, c'est qu'il ne va pas baisser, puisqu'on a fait des recrutements importants cet hiver, et que notamment les très gros salaires, c'est-à-dire Lopez, Tagliafico, Lacazette,
Lovren, etc. Enfin, tous ces joueurs-là ont des contrats jusqu'en 2025. Donc, ce poste-là, il va rester très 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 élevé jusqu'en 2025 et seulement après, et si on arrive à signer des joueurs avec des salaires raisonnables, nous pourrons structurellement devenir moins déficitaires, je dirais pas encore bénéficiaires, ça dépend de notre parcours en Coupe d'Europe, mais en tout cas, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus cohérent. C'est là, je trouve, la grande faute de Jean-Michel Aulas, c'est ces salaires de folie. C'est-à-dire que là, avec des contrats jusqu'en 2025, on est plombé, on est littéralement plombé par ça. Donc, il va falloir agir notamment sur ce poste-là qui est le poste le plus pénalisant. Alors un poste qui est pénalisant, c'est aussi les achats consommés, vous voyez, qui augmentent quand même de manière importante puisqu'on passe de 27 millions à 31 millions. Et on nous dit que c'est le coût de l'énergie du fait de la guerre en Ukraine. Alors moi, je n'ai aucun moyen de vérifier ça, mais bon, on va faire confiance. Mais vous voyez que les fondamentaux de notre budget ne sont toujours pas bons. Mais je l'avais expliqué dans une vidéo du mois de novembre, où je disais que 2023-2024 serait bon, parce que beaucoup de revenus exceptionnels. 2025 serait très difficile, parce que plus de revenus exceptionnels et toujours des salaires de fous. Et c'est seulement en 2026, si on ne fait pas trop de saucisses en termes budgétaires, que l'on va pouvoir ressembler à un club à peu près normal, et qui n'est pas obligé de vendre ses meilleurs joueurs tous les ans ou de vendre ses infrastructures. Alors la situation est évidemment préoccupante puisque on pensait qu'avec des départs de joueurs au mois de juin, notre masse salariale allait considérablement baisser. Puisqu'on a vu des joueurs qui étaient quand même bien payés partir, comme Romain Fèvre, comme Thiago Mendes, comme Karl Toko Ekambi, comme Oussem Aouar, comme Moussa Dembélé, comme Jeffrey Adelaide, Youssouf Koné, et évidemment Jérôme Boateng. Donc on s'est dit, tous ces énormes salaires s'en vont, donc notre masse salariale va forcément baisser, et vous voyez que pas du tout. Alors si, elle a baissé, on est passé de 86 à 84, mais ça reste quand même beaucoup trop élevé, puisque vous avez plus de la moitié de vos revenus réguliers qui sont bouffés par la masse salariale. Alors quand la DNCG dit à l'OL, vous devez vendre des joueurs pour faire baisser ce pourcentage de masse salariale par rapport aux revenus, on comprend pourquoi. Puisqu'en fait, regardez bien, vous avez 84 millions de charges de personnel et vos produits des activités hors trading joueurs, donc sans la vente de joueurs, c'est 77 millions, c'est-à-dire que vous dépensez plus en salaire que vos revenus réguliers. Ce n'est pas tenable. Et on va se taper cette structure encore jusqu'en juin 2025. Donc 2025 va être très compliqué, même si on se qualifie pour une Coupe d'Europe, même si évidemment ce sera moins grave, mais ça restera toujours beaucoup plus important. Alors si on veut aller au bout de la logique, pour atteindre ce budget de 250 millions, on l'a dit, il y a 150 millions de revenus réguliers, selon que vous faites une Coupe d'Europe ou non, et la vente de joueurs. Mais évidemment, on peut aussi imaginer que le propriétaire, l'actionnaire principal, injecte de l'argent. C'est ce qui s'est passé pendant des années à l'Olympique de Marseille, puisque l'Olympique de Marseille a un budget qui est quasiment le même que le nôtre, et qui, évidemment, se retrouvaient en difficulté, même s'ils ont un plus grand stade, mais bon, ils ne sont pas propriétaires du stade, donc il n'y avait que la billetterie et il fallait payer la location du stade. Mais c'était le propriétaire qui remettait de l'argent au pot pour atteindre les 250 millions de budget. Voilà donc pour l'explication. Maintenant, je vais répondre à vos questions dans la mesure évidemment de mes capacités et surtout des chiffres qui sont publiés. Je ne peux pas inventer des chiffres, contrairement à certaines personnes que je ne nommerai pas, mais bon, qui inventent des chiffres pour valoriser le budget de l'Olympique Lyonnais, sans évidemment avoir aucune connaissance comptable, mais bon, ça c'est autre chose. Et donc, je vais passer à vos questions. Donc, on commence par Maxime qui me dit
Ma question est, au vu de l'état des comptes, en cas de non-qualification en Coupe d'Europe, est-ce que l'on devra vendre des joueurs avant le 30 juin, comme c'était le cas tous les ans à la fin de l'ère Aulas? Alors à vrai dire, il suffit de reprendre ce schéma, et si tu ne te qualifies pas pour la Coupe d'Europe, eh ben il te manque 100 patates, c'est tout simple. Alors cette année c'est un petit peu particulier, puisqu'effectivement vous avez l'OL Reign et CVC qui vont rapporter 100 millions. Et à vrai dire, vendre en juin ou en juillet, ça ne change pas grand-chose. Vous vendez en juin parce que vous vous rendez compte que vous n'allez pas faire de Coupe d'Europe, donc vous faites passer les produits sur l'exercice qui se termine au mois de juin. Sinon, vous vendez en juillet pour faire passer sur l'exercice d'après. Ça, c'est de la gestion. Cette saison, je ne sais pas exactement parce que ce premier semestre, comme je l'ai dit, il est un petit peu particulier parce qu'effectivement, si vous rajoutez CVC et la vente de l'OL Reign, vous êtes à plus 40 millions. D'où l'accord de la DNCG pour que l'on dépense 40 millions. Certains se demandent peut-être pourquoi la DNCG nous a autorisé à dépenser 45 millions, je crois. Mais c'est tout simplement pour ça. C'est-à-dire que l'OL est allé devant la DNCG en disant effectivement, on va arriver à moins 60, mais on a 100 millions qui vont arriver, la vente de l'OL Reign et CVC, donc ça fait plus 40. Et c'est pour ça que la DNCG nous a tout simplement autorisé à dépenser 40 millions en transfert, tout en encadrant notre masse salariale pour ne pas qu'elle dérape trop. C'est présenté, je pense, de manière simple, ce que je vous dis, mais vous voyez qu'on y retrouve nos petits. C'est-à-dire que si on a vraiment ce schéma en tête, eh bien on comprend tout, et notamment les ventes de joueurs. Quand vous faisiez demi-finale de Ligue des Champions, vous n'aviez pas besoin de vendre, ou alors un joueur pour arriver aux 250 millions, et c'est ce que faisait Jean-Michel Aulas. Là maintenant que vous n'avez plus la Coupe d'Europe, eh bien vous êtes en difficulté. Pour 2025, John Textor, eh bien lui ne s'inquiète pas encore, puisqu'il se dit certes, je n'aurai plus CVC et la vente de l'OL Reign, mais j'aurai un levier qui est la vente de la salle. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça que je pense qu'il ne va pas se presser pour vendre la salle, tout simplement pour la garder en réserve si il doit vendre. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est que les events vont continuer à augmenter, puisque pour le moment, vous savez, la salle a été mise en route, je crois, fin novembre, donc pour le moment, il y avait très peu d'events de l'Arena. Donc il y en aura plus sur la deuxième partie de la saison. Alors Olivier me demande quel est le pourcentage maxi autorisé par la DNCG de la masse salariale par rapport au budget. Alors c'est 70%. Et si vous êtes au-dessus, vous êtes encadré. C'est ce qui nous est arrivé et on le comprend très bien vraiment quand on regarde alors pas celui-là, pardon, celui-ci, que si vous ne faites pas eh bien les sessions de joueurs, alors là on dit plus-value, hein, mais bon, je vais pas rentrer dans le détail, la différence entre un produit de session de joueurs et une plus-value. Enfin bon, si vous ne faites pas ça, vous rendez bien compte que vous faites 77 millions de produits sur la première partie de saison et que vous avez 84 millions. 84 millions, ça c'est sur 6 mois. D'accord ? Ça veut dire que sur l'ensemble de l'année, on est à plus de 160 millions de charges de personnel. 160 millions, quand on regarde la structure budgétaire, c'est plus que nos revenus récurrents. Donc je crois qu'il ne faut pas s'offusquer du tout que la DNCG nous ait bloqués. Alors, elle ne l'a pas fait les années précédentes parce que justement, on promettait de vendre et donc d'augmenter nos revenus. Sylvain, avec le rachat de Molenbeek, l'OL devient-il propriétaire de Nuama? Alors ça, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir, c'est que un propriétaire et son entreprise, alors un propriétaire, on va dire de part, et son entreprise, ce sont deux entités juridiques différentes. Je vais vous donner un exemple simple. Si vous possédez, si vous possédez une concession Mercedes, vous possédez la concession, vous possédez les revenus on va dire les bénéfices de cette concession, mais vous ne possédez pas les Mercedes de cette concession.
Je pense qu'on comprend bien. C'est-à-dire que le patron de Mercedes peut pas descendre dans l'atelier et dire je prends une bagnole parce que tout ça m'appartient. Non, pas du tout. Ce sont deux entités juridiques différentes. Molenbeek, bien que racheté par l'Olympique Lyonnais, reste une entité juridique autonome. Et donc, ce qu'elle possède lui appartient. Ce qui va appartenir à l'Olympique Lyonnais, eh bien, ce sont les éventuels bénéfices de cette entreprise, Molenbeek, mais le joueur Nuama qui appartient à Molenbeek n'appartient pas à l'Olympique Lyonnais. Molenbeek, même racheté par l'OL, reste une entreprise indépendante, autonome, je dirais plutôt, autonome, et ce qui lui appartient, donc notamment les joueurs, n'appartiennent pas à l'Olympique Lyonnais. Donc merci de la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la confusion. Hein, c'est-à-dire, j'ai des gens qui me disent, notamment sur l'époque où on a fait le transfert de Jeffinho, l'Olympique Lyonnais achète Jeffinho à Botafogo, 10 millions, alors que moi je dis il vaut 1-2 millions maxi. Et des gens me disent, mais qu'est-ce qu'on a à foutre, c'est Textor qui vend à Textor. Non, c'est Botafogo qui vend à l'Olympique Lyonnais. Par exemple, le stade de l'OL n'appartient pas à John Textor, et pourtant il est propriétaire du club. Oui, j'espère que chacun comprend la différence. Une personne physique, une entreprise, ce sont deux entités juridiques différentes. La seule chose qui appartient à John Textor, à l'Olympique Lyonnais, même s'il a acheté toutes les parts, c'est ce qu'on appelle l'actif net ou les capitaux propres, c'est-à-dire en gros le capital, c'est normal puisque c'est lui qui l'a apporté, qui l'a racheté, et les bénéfices distribuables. Mais je vais vous le dire, il n'y a aucun bénéfice distribuable à l'Olympique Lyonnais. Donc pour le moment, John Textor de l'Olympique Lyonnais, ça lui rapporte 0. Je dis bien 0. Alors comme je viens de l'expliquer, ce qui appartient à un propriétaire d'une entreprise, ce sont les capitaux propres. Hein, c'est ce qui est ici, c'est-à-dire en gros le capital que vous avez apporté, ça ce sont les primes d'émission, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et là, les réserves, ce sont les bénéfices ou pertes antérieures. Et vous voyez que on est à 361 millions de pertes antérieures, plus les pertes de l'exercice en cours. Ce qui fait qu'au final, il est propriétaire, alors je crois à hauteur de 85% des parts de l'Olympique Lyonnais, de 19 millions d'euros. Donc évidemment, c'est pas énorme vu l'investissement. Donc ça, effectivement, ça appartient. Voilà, ces 19 millions appartiennent aux actionnaires. Donc évidemment, c'est très peu puisqu'ils ont investi quasiment 267 plus 169, 450 millions d'euros. Et que effectivement, pour le moment, il faut éponger les déficits des années antérieures. Chiffre aussi inquiétant, vous voyez déjà que ces capitaux propres sont passés de 105 millions à 19 millions, donc une baisse quasiment de 5 fois, 5 fois de baisse. Mais à l'inverse, les dettes, elles, sont passées de 287 millions à 544. Alors, John Textor était tout content à la fin de l'année 2023 de nous dire le plan de refinancement a été accepté. Oui, alors certains ont dit oh, c'est génial. Non, c'est pas génial, puisque maintenant vous avez doublé le montant de vos emprunts et de vos dettes. Et à des taux d'intérêt extrêmement élevés, puisque je crois qu'on est entre 5 et 6%, donc c'est très 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 élevé. Et je vous invite à faire un calcul. Quand vous avez 500 millions de dettes à 5 ou 6% sur 20 ans, ça veut dire que vous allez payer entre 3 et 400 millions d'intérêts. Et donc rembourser 8 à 900 millions. Donc, on peut considérer que c'est une victoire. Moi, je n'irai pas sur ce terrain-là. Alors, Joshmo fait la remarque suivante. Merci, ce sera très intéressant. Avec les droits télé de Ligue 1 qui baissent, ce sera encore moins évident. Alors, on le voit, les droits télé dans des circonstances normales, ils représentent finalement très peu. Vous voyez, 17 millions x 2, ça fait 35. Alors, ils vont pas forcément baisser d'ailleurs, puisque là, on est quand même sur
un minimum historique du fait de la faillite de Mediapro en France. Donc les droits télé vont, à mon avis, plutôt un petit peu augmenter. Mais c'est 20 millions sur un budget de 250 millions. Donc c'est vraiment rien du tout. Et d'ailleurs, si les droits télé baissaient, ben oui, ça baisserait un peu nos revenus, mais pas de manière conséquente. Imaginons qu'on passe à 600 millions de droits télé international compris, on passerait de 17 à 15 millions. Donc ça ne va pas changer fondamentalement la donne. Ce qui est important dans ces droits télé sur les 3 dernières années, c'est CVC, donc qui nous a permis de récupérer 90 millions en plus. Alors, Olivier pose une autre question. Quelle est la recette maxi pour un match de Ligue 1 stade complet et pour 20 000 personnes seulement? J'ai entendu dire qu'à 30 000 personnes, c'était aux alentours de 3 millions, billetterie et on va dire vente comprise, vente de bouffe et boissons. Eh bien, on va se reporter à ce que dit le budget. Donc, la billetterie sur le premier semestre a rapporté environ 16 millions d'euros, sachant qu'on a joué 9 matchs à domicile, donc pas de match de Coupe d'Europe, rien du tout. On va diviser par 10 pour simplifier, donc ça rapporte à peu près 1,5 million en billetterie. Alors, je ne sais pas les ventes de bouffe, boissons, etc., si c'est inclus dans billetterie ou dans les produits de la marque ou dans Events. Honnêtement, je ne sais pas. Ce n'est pas détaillé. Mais la billetterie, on va dire, pure et dure, c'est 1,5 million par match. Alors évidemment, plus il y a de spectateurs, puisque en début de saison, on était plutôt aux alentours de 30 000, 40 000. Là, sur les derniers matchs, on est plutôt à 40-50. Donc on peut peut-être monter à 2 millions par match. Hors vente de bouffe. Là, je pense que c'est juste les billets. Alors, Roland nous demande ce que c'est l'EBITDA. Alors, l'EBITDA, c'est un terme anglais. En français, on utilise le terme excédent brut d'exploitation. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est l'EBITDA en anglais. Donc, on est à 7,6 millions. Et en gros, et bon, pour les activités foot, je trouve que ça ment un peu en fait, parce que produits, c'est pas vraiment des produits, c'est des plus-values. Enfin bon, bref. En gros, dans une entreprise, le bénéfice ou le déficit, c'est le résultat de votre exploitation. En gros, ça c'est vos recettes dans des conditions normales et il y a vos dépenses dans des conditions normales. Donc, hors amortissement, hors emprunt, hors intérêt des emprunts que vous avez souscrits, etc., vous faites 172 millions. Tout simplement parce qu'on veut voir si votre activité, parce qu'une fois que vous avez fini de rembourser vos emprunts, eh bien vous avez zéro. Donc en fait, on veut savoir si votre activité, elle est profitable intrinsèquement. C'est-à-dire les revenus que vous générez de manière régulière, moins les dépenses que vous générez de manière régulière, est-ce que ça c'est profitable? Et une entreprise qui aurait sur une longue période un EBE négatif, montre soit qu'elle est mal gérée, soit qu'elle s'est totalement trompée dans son business model. Dans le foot, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, les ventes de joueurs entrent là-dedans, alors que d'une certaine manière, ce sont des produits exceptionnels que vous ne pouvez pas réaliser chaque année. Donc, on rentre ça dans le BE pour faire beau. Mais si on s'en tient, je dirais, à une entreprise normale, une entreprise classique, eh bien, on irait plutôt sur ce terrain-là, c'est-à-dire l'ensemble de vos produits hors trading de joueurs, donc 77 millions, moins vos charges. Et là, évidemment, vous le voyez, nos charges sont absolument énormes. Donc les achats, les charges externes, etc. Donc là, déjà, vous êtes à 60 millions, plus 80, vous êtes à 140 millions, donc 2 fois plus que les produits que vous générez. Donc évidemment, les ventes de joueurs masquent un peu la réalité. Et donc une entreprise qui n'aurait pas de vente de joueurs et qui fait un EBE comme le nôtre, elle met la clé sous la porte au bout de 2 ans. Allez, 3 pour être gentil. Alors Olivier encore, la durée d'amortissement d'un transfert est égale à la durée du contrat du joueur ou est-elle limitée? Non, c'est la durée du contrat. Donc il donne des exemples dans l'industrie. Moussa Bleu.
Le bilan de l'OL après le mercato hivernal, il y aura beaucoup d'argent perdu pour la future saison. A priori, oui, sauf si on arrive à faire des grosses ventes cet été. On pense à Cacré, qui a beaucoup de valeur maintenant, puisqu'il fait une bonne saison depuis quelques temps. On pense à Ryan Cherki, peut-être Lacazette, qui lui enlèverait un gros salaire. Anthony Lopez, si on lui dit qu'il va être remplaçant, peut-être qu'il va partir. Lovren également, qui voulait partir cet hiver. Bref, c'est difficile à dire pour le moment, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer cet été. Voilà, donc j'espère que j'ai rendu tout ça plus clair. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les donner dans les commentaires. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.